Début du chapitre 7, le Québec de l'après-guerre de 1945 à 1960. Alors, on va se poser la question, quels effets les politiques du gouvernement du Québec ont-elles sur la société entre 45 et 60? On ne veut plus la guerre, plus jamais, donc on va créer l'ONU. La Seconde Guerre mondiale a fait entre 40 et 60 millions de morts, donc 40 000 Canadiens. Il s'agit du conflit le plus meurtrier de l'histoire. Et avant même la fin de la guerre, c'est-à-dire dès 1942, les pays alliés vont préparer la paix. Donc il y a 26 pays qui vont se rencontrer et signer la Déclaration des Nations Unies, dans laquelle ils s'engagent à poursuivre leur lutte contre les pays de l'Axe qui, eux, vont capituler en 1945. On va donc se rencontrer à San Francisco pour la conférence des Nations Unies d'avril à juin 45 pour rédiger la Charte des Nations Unies qui va créer l'Organisation des Nations Unies et cette organisation-là va remplacer la SDN. La SDN qu'on avait créée après la Première Guerre mondiale et qui visiblement n'est pas parvenue à éviter un deuxième conflit mondial. Voici les principaux objectifs: maintenir la paix, développer des relations amicales et réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux. Malgré les efforts de l'ONU pour maintenir la paix, les relations entre les puissances mondiales se dégradent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les pays vainqueurs divisent l'Allemagne en 4 zones: une zone britannique, française, américaine et une zone soviétique pour assurer la démilitarisation du pays et sa reconstruction. Il est aussi entendu que le Royaume-Uni et les États-Unis exerceront leur influence en Europe de l'Ouest, alors que l'URSS va exercer la sienne en Europe de l'Est. Sous la pression de l'URSS, il y a plusieurs pays d'Europe de l'Est qui vont adopter ou même se faire imposer le communisme. Cette situation va alarmer les dirigeants de certains pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, où l'on affirme que ces pays se retrouvent derrière un rideau de fer. On veut alors limiter l'influence de l'URSS et du communisme. C'est la doctrine Truman, qui est le président des États-Unis à l'époque. On s'inquiète de l'influence du communisme, puis donc les États-Unis vont devenir défenseurs de la liberté. Alors voici les pays qui sont sous influence soviétique, c'est les pays qui sont en rouge, comme la zone soviétique à Berlin. Et on indique que ces pays se retrouvent derrière un rideau de fer, c'est-à-dire derrière un rideau où on ne sait pas ce qui se passe derrière, puisque les Soviétiques ont comme une très, très grande influence sur ces pays-là. Et vous avez les pays en vert sous influence des États-Unis, donc en Europe de l'Ouest principalement, là, surtout une partie de l'Allemagne de l'Ouest. Le secrétaire d'État des États-Unis, c'est comme l'équivalent au Canada du ministre des Affaires étrangères. À l'époque, c'est M. Marshall, propose en 1947 l'aide des États-Unis à toute l'Europe, même ceux qui sont sous l'influence soviétique, pour qu'elle redresse son économie et se modernise. Il faut savoir qu'après la guerre, l'économie est au plus mal, les populations sont encore soumises au rationnement. Dans certains pays d'Europe de l'Ouest, des partis politiques proposent de changer le système économique et politique et d'adopter le communisme, et ça inquiète les dirigeants des grandes puissances alliées. Il ne faut pas oublier aussi que les États-Unis, dans leur plan d'aide économique, ce plan-là n'est pas seulement motivé par la générosité. Les États-Unis souhaitent surtout limiter les avancées du communisme et aussi américaniser l'Europe sur les plans culturels et économiques. Euh, Lorsque l'URSS refuse l'aide des États-Unis, il y a deux blocs qui se forment. Donc, le bloc de l'Ouest, avec à la tête les États-Unis. À l'intérieur, il y a les pays d'Europe de l'Ouest, donc 16 qui vont accepter le plan Marshall, plus le Canada, l'Australie, le Japon. On va créer une organisation militaire pour se proposer, c'est l'OTAN, donc l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. On prône le capitalisme avec un système politique multipartiste où il y a plusieurs partis qui peuvent être élus. Alors que de l'autre côté, vous avez le bloc de l'Est, à la tête l'URSS, donc les pays d'Europe de l'Est, la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, Cuba, à partir de 1959, suite à la révolution cubaine. L'organisation militaire pour protéger ces pays, c'est le pacte de Varsovie. On prône le communisme et un système politique à parti unique, c'est-à-dire où il y a un seul parti là, qui peut être élu ou qui peut gouverner. La création de deux alliances militaires, c'est-à-dire l'OTAN et le pacte de Varsovie, entraîne une situation susceptible de faire basculer le monde vers une autre guerre mondiale. La guerre froide qui s'installe se caractérise par la peur constante que survienne un conflit majeur impliquant l'arme nucléaire, puisque l'URSS va développer la bombe atomique en 1949, 5 ans après les États-Unis qui l'ont utilisée à Hiroshima et Nagasaki. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Corée était divisée en deux zones, le sud sous influence américaine, le nord sous influence soviétique. Et là, ce qui va se passer, c'est que, je vais juste avancer pour vous montrer la carte. Alors, vous avez la Corée du Nord, ici, pays communiste, Corée du Sud avec une influence américaine. Ce qui va se passer en 1950, c'est que le Nord va envahir le Sud et que la Corée du Sud, elle va être appuyée par les États-Unis et l'OTAN. Il y a même le Canada qui va y envoyer 26 000 militaires
pendant 3 ans, là, on va se promener de part et d'autre de la frontière. En 1953, on signe un cessez-le-feu. Il n'y a pas de traité encore là, qui met fin au conflit. Le résultat, ben, c'est que la Corée du Nord demeure communiste, la Corée du Sud demeure un État sous influence américaine. Plusieurs colonies françaises, britanniques et néerlandaises situées en Asie et en Afrique ont participé à la Seconde Guerre mondiale et il y a un contexte qui est favorable à ce qu'on appelle la décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale. On veut la libération dans des colonies. Les métropoles européennes ont été affaiblies aussi suite à la Deuxième Guerre mondiale. Puis, les États-Unis et l'URSS, qui sont les deux puissances qui se font la guerre froide après la Deuxième Guerre, ont des positions qui sont anticolonialistes. Ils vont adopter la position anticolonialiste là, de l'ONU, même les États-Unis et l'URSS. Donc, de 1945 à 1960, il y a un vaste mouvement de décolonisation. Le processus va être quand même long pour certaines colonies parce que certains milieux politiques européens ne sont pas prêts à décider de partir de leurs colonies qui leur fournissent des matières premières. Il y a même l'Algérie qui va prendre les armes pendant même plusieurs années pour obtenir sa libération. Une fois acquise, l'indépendance ne garantit pas l'amélioration de la situation des populations. En effet, il survient souvent dans d'anciennes colonies des luttes de pouvoir qui mènent à des guerres civiles. Et de plus, parce qu'ils héritent d'une économie peu diversifiée après, il y a une petite erreur ici, un S de trop, après des décennies d'exploitation coloniale, les nouveaux États connaissent des problèmes de pauvreté. On va parler de tiers-monde. Donc, ce sont des blocs de pays en développement qui ont affirmé leur indépendance face aux deux blocs, que ce soit le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest. Alors voici les colonies en Afrique et en Asie. Les celles en jaune sont les premières à obtenir l'indépendance et on voit que l'Algérie, elle, a mené une guerre pour obtenir son indépendance. On termine avec la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Alors, l'URSS va développer l'arme nucléaire en 1949. Il lui est désormais possible d'attaquer le Canada et les États-Unis en lançant des missiles qui passeraient au-dessus du pôle Nord. C'est pour ça que l'Arctique et l'Alaska deviennent donc des territoires importants dans la stratégie de défense du bloc de l'Ouest. Alors, le Canada et les États-Unis créent des réseaux de radars de surveillance. Les voici. Donc, le réseau Pine Tree, puis le réseau Dew, ici dans le nord. Le but, c'est d'avertir les autorités en cas d'attaque soviétique. Et on va aussi signer ce qu'on appelle la NORAD, qui est un accord entre le Canada et les États-Unis. Ça crée une organisation militaire pour surveiller et défendre l'espace aérien de l'Amérique du Nord. Il faut savoir que la construction de ces réseaux amène plusieurs Inuits à travailler comme ouvriers, mais c'est temporaire. Parce qu'une fois la construction terminée, les emplois se font rares, certaines populations inuites reviennent à leur mode de vie traditionnel. Cependant, l'augmentation du trafic maritime dans le nord pour approvisionner les stations de radar bouleverse la faune marine et perturbe la chasse et la pêche. Et cette situation rend difficile la survie des communautés inuites et engendre des périodes de famine. Ainsi, le gouvernement fédéral va relocaliser des communautés, parfois même à 1100 km de chez elles, pour remédier à la pénurie de nourriture et aussi affirmer sa souveraineté. À leur arrivée, aucun logement n'est aménagé, doivent donc vivre dans des tentes de toile qui sont clairement inappropriées au climat. Par contre, la venue de journalistes dans le Nord là, qui travaillent sur les stations de radar ou encore enquête sont témoins de la situation difficile des Inuits et en parlent dans le Sud. Donc, ça a pour effet de sensibiliser les populations du Sud et le gouvernement à leurs conditions de vie.